Quitter son village au Moyen Âge ne signifiait pas simplement s'absenter quelques jours. Cela revenait concrètement à s'exposer à une série de risques mal connus, difficiles à anticiper et parfois impossibles à maîtriser. Dans certains cas, partir revenait à accepter l'idée très réelle de ne jamais rentrer. Il faut pourtant éviter d'imaginer un monde entièrement chaotique. Ainsi, en 1087, à la mort de Guillaume le Conquérant, un auteur anonyme de la chronique anglo-saxonne décrit que l'ordre qu'il avait instauré permettait à un homme honnête de traverser le royaume avec de l'or sans être inquiété. La formule frappe car elle donne l'image d'un espace sûr. Toutefois, si l'on y regarde de plus près, elle ne décrit pas un monde ouvert et libre au sens moderne, mais un ordre local, structuré, surveillé, dans lequel chacun est identifiable et reconnu. En réalité, la majorité des hommes et des femmes ne voyagent presque jamais. La vie se déroule dans un périmètre réduit, le village, les champs, l'église et parfois le marché voisin. C'est là que l'on travaille, que l'on prie, que l'on échange. Dans cet espace restreint, tout le monde connaît tout le monde. On sait qui vous êtes, à quelle famille vous appartenez et quelle terre vous cultivez. Cette reconnaissance mutuelle constitue une protection invisible mais bien réelle. En revanche, sortir de ce cadre change radicalement la situation. Voyager signifie quitter un monde de repères pour entrer dans un espace où l'on n'est plus qu'un étranger. Or, au Moyen Âge, être étranger signifie précisément ne pas être reconnu. Et donc ne pas être protégé. On n'existe plus par son appartenance, mais seulement parce que l'on affirme être. Le danger d'ailleurs ne vient pas seulement des hommes, il tient aussi au terrain, au climat, à la fatigue et à l'imprévu. Dans de nombreuses régions d'Europe, les forêts restent épaisses, mal entretenues et mal balisées. Même aux abords de villes importantes comme Paris ou Londres, de vastes zones boisées subsistent. Les chemins s'y divisent, disparaissent ou mènent ailleurs sans indication claire. Il suffit d'un mauvais embranchement pour perdre des heures, voire des jours. Au Xe siècle, un moine de l'abbaye de Saint-Rémy raconte ainsi un voyage vers Chartres. Avec 2 compagnons, il s'engage dans des sentiers forestiers, se trompe à plusieurs carrefours et finit par parcourir 6 lieues supplémentaires, soit près de 30 km à pied, sans carte fiable et avec des vivres limités. Or, 30 km de détour ne représentent pas seulement une distance abstraite, cela signifie une journée de marche supplémentaire, davantage de nourriture consommée et une fatigue accrue. Se perdre n'est donc pas exceptionnel, c'est un risque normal du voyage. Pour un paysan, ce risque n'a aucun intérêt. Le travail se fait près de la maison et la survie dépend d'une présence régulière au champ, mais d'autres n'ont pas ce choix. Les religieux circulent entre monastères, les pèlerins parcourent parfois l'Europe entière vers Saint-Jacques-de-Compostelle ou bien Rome. Les marchands quant à eux suivent les foires, les agents royaux lèvent l'impôt et les nobles passent d'un château à l'autre accompagnés de leur suite. Et parfois, ces voyages sont définitifs. Des confréries liées au pèlerinage mentionnent des hommes partis vers Saint-Jacques dont la trace disparaît en Espagne. Fièvre contractée en route, altercation, accident, on n'en sait pas toujours plus. L'absence devient alors une réalité juridique. Les terres doivent être gérées, les dettes réglées et l'héritage réparti ou bien suspendu. Ce qui devait être un déplacement temporaire devient une disparition. Avant même de partir, des règles s'imposent. Un paysan doit obtenir l'accord de son conjoint. Un religieux dépend de sa hiérarchie. Ces contraintes ne sont pas formelles, elles traduisent une réalité simple. Voyager, c'est prendre un risque réel pour soi, mais aussi pour ceux qui restent. Pour une femme, ce risque est encore plus élevé. Les sources médiévales évoquent explicitement le harcèlement et les agressions sur les routes. Dans un hospice romain du XVe siècle, une femme ne représente qu'un voyageur sur 7 parmi les personnes accueillies. Cette sous-représentation reflète la dangerosité du déplacement féminin. Les plus riches tentent de réduire les risques en voyageant accompagnés, parfois armés. Pourtant, même cela ne suffit pas toujours. Autour de la mer Noire, au XVe siècle, des chroniques génoises mentionnent des marchands capturés par des groupes tatars, puis revendus comme esclaves. Certains sont rachetés par leurs familles ou par des réseaux marchands. D'autres disparaissent définitivement. Le danger est tel qu'il figure explicitement dans les recommandations commerciales destinées aux négociants.
Certains voyageurs disposent d'un sauf-conduit attestant leur statut officiel. Toutefois, ce document ne garantit ni l'intégrité physique, ni la protection contre les abus, car les routes dépendent d'autorités multiples. Chaque pont, chaque gué ou bien chaque porte de ville peut être soumis à péage. Au XIVe siècle, près de Cologne, des marchands protestent contre un seigneur local qui multiplie les taxes sur un passage rhénan. Au-delà, l'affaire remonte jusqu'aux autorités urbaines. Le trajet commercial devient alors une affaire politique, preuve que la circulation des hommes et les biens touche directement au rapport de pouvoir. Ainsi, voyager coûte en permanence. Péage, auberge, imprévu. Un marchand de Bruges au XIVe siècle l'apprend à ses dépens. Sa cargaison de draps est détrempée par la pluie lors d'un arrêt prolongé. Arrivé à Troyes, il est contraint de vendre à perte. Les frais dépassent les gains et à son retour, il doit emprunter. L'affaire finit devant les échevins. Le voyage est donc fragile économiquement. Un imprévu ne compromet pas seulement une expédition, il peut en réalité ruiner une famille. Tenir la route. Une fois le départ effectué, le danger ne vient pas d'abord d'un brigand embusqué ou d'un adversaire armé. Il vient du corps lui-même, de ses limites, de sa fatigue et de sa capacité à encaisser l'effort sur la durée. Voyager au Moyen-Âge signifie avant tout marcher. Posséder un cheval reste exceptionnel. Il faut pouvoir l'acheter, le nourrir chaque jour, lui trouver de l'avoine, assurer son entretien. Autrement dit, le cheval est un investissement permanent. La majorité des voyageurs avancent donc à pied, parfois sur des distances que nous sous-estimons aujourd'hui. Les anciennes routes romaines subsistent encore sur certains grands axes, mais leur entretien est inégal. Par endroits, la chaussée tient encore. Ailleurs, elle est disloquée, envahie par la végétation ou bien impraticable. Dès qu'on quitte ses voies principales, on se retrouve sur des chemins de terre étroits, parfois à peine tracés. Par temps sec, la marche est pénible mais régulière. En revanche, dès que la pluie s'installe, la situation change radicalement. La boue colle aux chaussures, ralentit la progression et épuise les jambes. Chaque pas demande plus d'efforts que le précédent. L'humidité pénètre les vêtements, irrite la peau et favorise les plaies. La distance parcourue chaque jour dépend alors d'une combinaison fragile, état du terrain, météo, santé du voyageur ou bien encore le poids des charges transportées. Certaines journées permettent d'avancer correctement, d'autres se terminent prématurément faute d'énergie ou de visibilité. La fatigue n'est pas un simple inconfort, elle augmente le risque d'erreur. Une cheville mal placée sur un terrain irrégulier peut entraîner une entorse. Une ampoule mal soignée peut s'infecter. Une blessure légère dans un monde sans antiseptique moderne peut devenir sérieuse. La météo joue également un rôle central dans l'organisation des déplacements. C'est pourquoi beaucoup de voyages se concentrent au printemps et à l'automne. L'été expose à la soif, surtout dans les régions sèches. L'hiver rend certains itinéraires presque impossibles. Le dominicain Félix Fabry, au XVe siècle, raconte ainsi qu'en montagne, même en été, la neige et le froid rendent certains passages périlleux. Ce témoignage rappelle que le paysage médiéval n'est pas domestiqué comme le nôtre, il reste puissant et parfois hostile. Dormir et survivre. Arriver quelque part au soir ne signifie pas être en sécurité. Cela signifie seulement que la marche s'interrompt. Les auberges existent, mais elles sont peu nombreuses et souvent bondées. Voyageurs, marchands, soldats, pèlerins s'y retrouvent sans se connaître, parfois venus de régions différentes, parlant des langues distinctes. L'espace est restreint, on partage les chambres et très souvent les lits. La promiscuité est la règle, l'argent liquide circule, ainsi que l'alcool. À Paris, en 1460, dans une auberge appelée « L'Amour de Dieu », un homme profite du sommeil d'un autre pour lui dérober sa bourse. L'affaire est signalée dans les archives judiciaires. Ce type d'incident n'a rien d'exceptionnel. Il illustre simplement la vulnérabilité nocturne du voyageur. Dans d'autres cas, la tension monte plus brutalement. À Dijon au XVe siècle, une dispute concernant le paiement d'un repas dégénère. Les insultes précèdent les coups. Un voyageur est grièvement blessé à l'arme blanche. L'affaire est portée devant le tribunal municipal. Les témoignages évoquent une salle encombrée, des clients déjà échauffés et un aubergiste dépassé.
L'auberge concentre tout ce que le voyage rend instable, fatigue accumulée, argent transporté et méfiance entre inconnus. Elle offre certains toits, mais ne supprime pas le danger. Face à cette incertitude, beaucoup cherchent refuge dans des établissements religieux. Monastères, hospices et commanderies offrent parfois l'hospitalité, notamment aux pèlerins. Toutefois, l'accueil dépend de l'heure d'arrivée, de l'affluence et de la réputation du voyageur. Lorsqu'on est finalement accepté, le confort reste sommaire. Un peu de paille, un banc, parfois une soupe simple. Ces lieux protègent surtout des intempéries, mais là encore, la promiscuité favorise la circulation des maladies. Dormir sur la route n'est donc jamais un repos complet, c'est une pause fragile dans un déplacement incertain. La mer, autre danger. Voyager par mer peut sembler plus rapide, mais il n'est pas plus sûr. Il expose simplement à d'autres risques. Les navires médiévaux sont solides pour leur époque, mais ils dépendent entièrement du vent. La durée du voyage reste imprévisible. Un trajet prévu pour quelques jours peut durer des semaines si les vents tombent. À bord, l'espace est réduit, l'humidité est constante et l'air circule mal. Justement, le mal de mer immobilise quant à lui certains passagers pendant plusieurs jours, incapables de se nourrir correctement. La promiscuité favorise également la propagation des maladies. Lorsqu'un passager tombe gravement malade, il peut être débarqué au premier port afin d'éviter la contagion. La crainte du naufrage est permanente. La majorité des médiévaux ne savent pas nager. Tomber à l'eau revient presque toujours à mourir. En 1490, un navire marchand reliant Gênes à Barcelone est pris dans une tempête au large de la Sardaigne. Plusieurs passagers se noient. Les chroniques mentionnent des cargaisons perdues et des familles restées sans nouvelles pendant des mois. Les contrats commerciaux sont bloqués et les dettes restent dues. Même sans tempête, l'absence de vent peut immobiliser un navire pendant des semaines. Les réserves diminuent et l'eau se dégrade. À cela s'ajoute bien évidemment la piraterie. La Méditerranée et la Manche sont régulièrement parcourues par des troupes armées. Les captifs peuvent être rançonnés ou vendus comme esclaves. Une fois en mer, le voyageur dépend entièrement du navire, de son équipage et des conditions naturelles. Mourir loin de chez soi. Si le voyage médiéval paraît si brutal, c'est parce qu'il ne s'accompagne d'aucun filet de sécurité. Lorsque quelqu'un meurt loin de son domicile, ses biens peuvent être saisis au titre du droit d'aubaine. Ce principe permet à l'autorité locale de confisquer les biens d'un étranger décédé sans héritier reconnu sur place. Au début du XVe siècle, à Lyon, un marchand originaire du Piémont meurt dans une auberge, probablement emporté par une fièvre contractée en route. Les autorités dressent l'inventaire de ses biens, argent, marchandises et effets personnels. Tout est saisi. Quelques semaines plus tard, un parent se présente pour réclamer l'héritage, mais il ne peut fournir de preuves juridiquement recevables selon les normes locales. La confiscation est donc maintenue. Ce cas montre que mourir loin de chez soi ne signifie pas seulement disparaître physiquement. Cela peut aussi signifier perdre toute trace patrimoniale. Le voyage engage donc bien plus que le corps. Il engage les ressources, l'héritage et la continuité familiale. C'est pour cela qu'il n'est jamais un loisir. Il est un pari sur l'endurance, sur la chance et la capacité à revenir. La majorité des médiévaux ne partent donc jamais. Ils vivent et meurent à quelques kilomètres de leur lieu de naissance, non par manque de curiosité, mais parce qu'ils savent ce que coûte le déplacement. Aujourd'hui, ces distances se parcourent en quelques heures. À l'époque, elles pouvaient coûter une vie. Voilà, avant de se quitter, un dernier détail souvent ignoré. Les ordonnances françaises du XVe siècle mentionnent explicitement un problème récurrent, celui des faux pèlerins. C'est ainsi que sous le règne de Charles VII, des textes réglementaires cherchent à limiter les abus de personnes se faisant passer pour pèlerins, et ce, afin d'obtenir nourriture et hospitalité. Dans certaines villes, les autorités exigent même que les pèlerins portent des signes authentifiés ou bien des lettres délivrées par des institutions reconnues. Les archives judiciaires de Dijon et de Paris mentionnent ainsi des arrestations de vagabonds accusés d'usurper ce statut.